webinaire. Et d'ailleurs, on va recommencer parce que ce matin, c'est Guten Night. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour un webinaire sur la France et l'Australie. Vous avez bien entendu, ce n'est pas un webinaire sur l'Australie, c'est un webinaire sur comment est-ce qu'on travaille dans un environnement où il y a des Français et des Australiens. Et pour réussir ce webinaire, pour vous transmettre un maximum d'informations pratiques, nous allons accueillir aujourd'hui 3 intervenants. Le premier, vous l'avez certainement déjà vu chez nous, c'est Emmanuel Fallour. Emmanuel, je te laisserai te présenter davantage. Emmanuel qui est dans la Coach Academy d'Expert Communication en Australie depuis extrêmement longtemps, mais peut-être pas aussi longtemps que Xavier Vandamme, de MSX, qui va nous raconter aussi son parcours, et que Pierre-Henri Bérard, qui est chez Samy Dumas, une filiale de Colas, qui a vécu dans plusieurs pays, dont très longuement l'Australie où il est encore. Donc, merci à nos experts d'intervenir aujourd'hui. Donc, une coach, 2 opérationnels. Je pense que pour comprendre l'Australie, la France et les différences entre les deux, ça va bien nous aider. Et puis, nous allons partir avec d'abord une présentation un petit peu générale et faire un focus de plus en plus serré sur la vie professionnelle dans un contexte français et australien. Bonjour à tous. Emma, puis-je te laisser te présenter ? Oui, bonjour à tous. Donc, Emmanuel Fallour, ça fait 10 ans que je suis en Australie. Avant ça, j'ai vécu une douzaine d'années en Asie. Je suis coach et facilitateur en leadership et énergie. Et une de mes expertises, c'est l'intelligence interculturelle. Et je travaille avec Expat Communication sur des problématiques d'intelligence interculturelle, en particulier donc pour travailler avec des Australiens, quelle que soit notre nationalité, mais en particulier si on est français. Merci Emmanuel. Après Emmanuel, donc Xavier, est-ce que tu peux te présenter aussi ? Je ne sais plus si tu es français ou australien, Xavier, en fait. Je suis les deux. En fait, j'ai acquis la nationalité australienne il y a quelques années. Donc, j'ai eu la chance de travailler donc une grande partie, la majorité de ma carrière en Australie. Donc, 19 ans en tout, pendant plusieurs séjours. Et je suis marié avec une Australienne qui fait que, en fait, décoder et comprendre les codes australiens m'aide grâce à mon épouse. Mais en même temps, tu es revenu en France, donc je pense que tu es assez sensibilisé à cette question de ce que vit un Australien quand il arrive en France, qui est l'autre, le pendant de ce dont on va parler aujourd'hui. Et Tout enfin, Pierre-Henri, tu as été en Australie, mais pas que. Bonsoir, oui, donc voilà, donc après avoir passé 6 ans en Asie du Sud-Est, je suis arrivé en Australie en 2014. Et puis, donc, je travaillais pour une société suisse à l'époque et maintenant, je travaille depuis 3 ans pour une société française, une filiale du groupe Colas. Voilà, je suis marié aussi avec une Australienne. Donc, je suis voilà, donc on a vos conjoints un peu avec nous aussi, parce que je suis sûre que leurs expériences seront en filigrane dans ce que vous allez nous raconter. Je vous ai promis qu'on serait hyper concret et qu'on allait vraiment s'intéresser à ce que vivent les collaborateurs, mais ce n'est pas ce qu'on va commencer par faire, parce que pour commencer, je vais poser un challenge à Emmanuel. Emmanuel, donc, est coach pour la Coach Academy, donc habitué à toutes sortes de défis. Et ton défi, Emmanuel, ce matin, ce sera de nous résumer les principales différences entre les Français et les Australiens, en essayant de les mettre dans le long terme, c'est-à-dire qu'on puisse en comprendre l'origine. Et pour réaliser cette toute petite tâche, Emmanuel, tu as 5 minutes. Ça te va ? Je vais relever le défi, on va bien voir. Alors, un petit disclaimer, comme on dit, ce que je vais dire, ça va être bien sûr des généralités et on va aborder les grandes lignes, mais c'est dans l'idée d'essayer de capter les grandes idées de ce qui nous, pas ce qui nous oppose, mais de ce qui nous met dans un axe de différence. Je vous propose d'aborder ces grandes différences culturelles sous 4 axes principaux. Alors, le premier axe, c'est historique.
la France fait partie de l'Europe, qui est un continent ancien, qui s'est construit depuis énormément enfin, depuis des millénaires. L'Australie, bien sûr, avec les aborigènes, c'est un continent ancestral. Mais la civilisation australienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle date de plus de 200 ans avec la colonisation des Anglais. Donc, à travers cette perspective, en fait, cette échelle de temps, l'Australie est un pays vraiment nouveau dans ce sens. Un des impacts principaux, c'est le poids du passé qu'on va retrouver en France et le poids du présent et éventuellement du futur qu'on va pouvoir retrouver en Australie. Concrètement, ça peut se percevoir à travers une façon de recruter. On va recruter en Australie beaucoup sur le potentiel présent et futur. Alors qu'en France, souvent, on doit quand même montrer une liste de diplômes et d'expériences, et c'est ça qui va être beaucoup pris en compte. Une petite anecdote, j'ai déjà vu quelqu'un qui a été embauché pour un poste de marketing alors que cette personne avait des études de vétérinaire. Voilà, on se concentre vraiment sur le présent, le futur. Par rapport à ça, d'un point de vue historique, bien sûr, au niveau de la France, c'est la construction du royaume de France, la Révolution, toute cette phase de la colonisation et la construction de l'Union européenne aussi. Alors que du côté de l'Australie, on a c'est un pays qui a été colonisé, mais aussi avec un pays qui a donc qui a accueilli des pionniers, avec cet état d'esprit on est vraiment sur une terre potentiellement aride, enfin pas aride, pardon, mais hostile. Et il faut vraiment qu'on part de zéro. Bien sûr, il y a la relation avec le Royaume d'Angleterre et le Commonwealth. On peut passer au deuxième axe maintenant, qui est plus un axe géographique. Alors, bien sûr, c'est une grande île. L'Australie est un continent, mais c'est une île avant tout. Et avec cette idée d'isolement, de distance et aussi d'indépendance. Alors qu'en France, la France fait partie d'un continent. On a cette connexion avec nos pays frontaliers. Et la France peut être aussi, bien sûr qu'elle a des frontières avec l'océan, mais c'est un pays de terroir et d'intérieur. Alors que l'Australie, au centre de l'Australie, il y a énormément de désert et la civilisation est extrêmement centrée sur les côtes et les océans. Le troisième axe que je vous propose d'aborder maintenant, c'est l'axe, d'un point de vue un peu philosophique, si on fait un écart entre la culture et la nature. Alors bien sûr, culture et nature sont présents en France et sont présents en Australie, mais il y a un poids plus important qui est apporté à la culture. Alors on peut voir l'architecture, bien sûr, le côté sophistiqué et l'héritage en France, alors qu'en Australie, on va être dans le côté nature, grand espace. La relation à la nature est très importante. Ce côté très authentique et très direct des Australiens qu'on va avoir et comprendre de différentes façons un peu plus tard. Et ce lien aux ressources et à l'abondance qui est présente sur ce continent. Le dernier axe que je vous propose, c'est cet aspect sociologique. On a en France une société qui est de plus en plus individualiste, alors que l'Australie est un pays dont la valeur de la communauté est centrale. C'est constitutif de la société. Et ça, une des raisons, une des explications, ça remonte aussi à cette histoire où on était pionniers, il fallait pouvoir compter les uns sur les autres, et on se construit ensemble comme ça. D'un point de vue de l'immigration, en France, on a une immigration d'accueil et aujourd'hui, l'Australie, c'est une immigration très sélective. Il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, un tiers de la population en Australie est issue de l'immigration, 2 tiers de la population ont un parent issu de l'immigration. Donc, quand on va parler de l'Australie, c'est aussi une grande nuance qu'il faut faire parce qu'il y a énormément de cultures ou d'influences culturelles qui sont présentes dans la population en Australie. Enfin, d'un point de vue dans le rapport à la hiérarchie, en France, on privilégie beaucoup une verticalité. Et ça se représente tout simplement dans une entreprise où on parle de N+1, N+2, alors que une des valeurs de l'Australie, c'est le côté égalitaire, qui se représente en fait dans un organigramme qui va être très circulaire. Et c'est une des choses qui, par exemple, parfois vont amener
les Français qui arrivent en Australie à être un peu perdus dans l'organigramme, en disant je ne sais pas qui je reporte, qui prend des décisions, parce que c'est en fait quelque chose d'assez consensuel et égalitaire. Il y a ce syndrome du tall poppy syndrome qu'on appelle en Australie. Et en gros, c'est un peu, on est tous égaux au même niveau. Et ça nous relance aussi à l'histoire de l'Australie. Quand on arrive, les premiers pionniers sont arrivés, ben on part avec en fait une page blanche et on est tous là et on demande pas trop ce qui s'est passé avant et on avance, on va de l'avant. Alors pour conclure et reprendre un peu tous ces points, je vous propose de jeter un œil sur l'hymne australien qui est assez parlant finalement. On va retrouver tous ces différents aspects. Nous sommes unis et libres, c'est quelque chose d'important. On retrouve cette idée à la fois d'indépendance mais de communauté dont j'ai parlé. Notre patrie est sainte par la mer, voilà, c'est ce rapport aux côtes et aux océans. Notre terre abonde de cadeaux de la nature. Le livre de l'histoire, qu'à chaque page avance la belle Australie. Ce point on construit notre histoire tous les jours. Et en fait, on a tout à construire parce qu'on se concentre sur le présent et le futur, beaucoup plus que notre héritage et le passé. J'ai surligné aussi nos cœurs et nos mains. On fait. Peut-être moins par rapport aux Français qui pensent avec les philosophes, notamment et Descartes, je pense donc je suis. Ce sont des doers et on va retrouver ça dans leur pragmatisme notamment. Le Commonwealth est mentionné et ce thème de l'immigration, pour ceux venus d'outre-mer, nous avons des plaines sans bornes à partager, avec cette notion d'abondance également. Et le courage qui caractérise les Australiens de plein de façons différentes. Voilà, vous avez à gauche donc la version anglaise et à droite la version française. Je conclus là-dessus qu'avance la belle Australie. C'est marrant parce que quand tu présentes cet hymne, Emmanuel, on te sent ému. Je vois sur le visage de Pierre-Henri et de Xavier, nos invités, que c'est pas anodin pour eux d'évoquer Fair Australia. Merci en tout cas Emmanuel parce que tu as tenu ce défi de présenter certainement pas toutes les différences, mais déjà des grands axes en 5 minutes et je t'en remercie. Et je vais demander à Pierre-Henri et Xavier si jamais ils veulent compléter, si jamais il y a des choses majeures qu'ils veulent ajouter ou peut-être nuancer. Moi, je rajouterais juste l'esprit, effectivement, communauté, entraide, font partie des valeurs donc très ancrées dans la société australienne. Et d'ailleurs, quand on postule pour avoir la nationalité australienne, il y a une série de tests. Et dans ces tests, il faut bien montrer qu'on a compris ces valeurs. Et si on les a pas compris, ben, on rate le test et puis éventuellement, on va pas à l'étape d'après pour la nationalité. Donc effectivement, c'est très, très ancré, très important. Oui, dans une nation, on l'avait évoqué quand on a préparé ces échanges, une nation où l'immigration est choisie et vécue comme un atout et non comme une immigration d'accueil où on recevrait ceux qui en ont besoin, mais sans penser d'abord aux enjeux de la nation, à l'inverse de la France. Et ça va changer beaucoup le rapport d'accueil avec les immigrants que peut-être vos collaborateurs seront lorsqu'ils viendront travailler en Australie. Pierre-Henri, est-ce que tu veux... Oui, petite anecdote sur justement l'hymne, c'est quelque chose qui est chanté à l'école en fait. Toutes les semaines, il y a une assembly le matin. L'école se rassemble et tous les enfants, en fait, l'assembly commence par l'hymne national. Et c'est quelque chose, voilà, il y a un sens civique qui est développé en Australie et ça passe par ça aussi. Merci Emmanuel. Pierre-Henri. Et juste pour rebondir vite fait sur l'immigration, c'est assez fréquent d'avoir des meetings où on est une quinzaine de personnes et où on est tous immigrés, mais pas forcément du même pays, d'un peu partout. Il y a des Philippins, il y a des Sud-Africains, beaucoup, puis enfin vraiment partout, des Libanais et autres. Et donc oui, donc c'est ça. Enfin, tout le monde vient avec son passé, mais effectivement, tout le monde regarde, tout le monde se considère australien. Tout le monde pour avoir la nationalité ou la permanent residency, c'est pas anodin et c'est pas simple non plus. Donc c'est vraiment au mérite. Donc c'est juste pour rebondir sur ce point-là. Puis aussi oui, sur le côté hiérarchique sur l'Australie où tout le monde est égalitaire. Enfin, il y a un truc qui, quand j'étais arrivé en 2014, j'avais pris un rendez-vous avec le patron d'une grosse société australienne dans la construction et en fait c'était très informel.
Ici, les gens se présentent par leur prénom. On s'appelle par son prénom ou mate de façon très simple. Il n'y a pas de sœur, de madame ou autre. Et c'est quelque chose qui est un peu déstabilisant au début, mais qui permet de mettre aussi en confiance et les relations commerciales sont d'autant plus appréciables. Merci Pierre-Henri. Alors maintenant justement, merci de faire cette transition. On va passer de grands principes généraux à une réalité beaucoup plus corporate et nouveau défi pour Emmanuel de nous dire peut-être les axes sur lesquels il y a le plus de différences entre les Français et les Australiens, ceux sur lesquels ils sont similaires. Pour ça, on utilise l'outil de notre partenaire GapsMove, qui est une plateforme interculturelle qui, parmi pas mal de fonctions, notamment permet de modéliser les différences entre plusieurs pays, entre un pays et une entreprise, entre soi-même et un pays, ce qui permet d'aller beaucoup plus rapidement dans la compréhension des enjeux. Emmanuel, c'est à toi. Très bien. Je crois qu'on va voir à peu près 6 axes en ce qui concerne les différences. Donc, le premier axe, c'est la façon dont on communique et dont on s'exprime, la façon dont on livre l'information. Les Australiens sont extrêmement explicites, c'est-à-dire qu'ils disent les choses telles qu'elles sont, alors que les Français, nous sommes beaucoup plus implicites. On sous-entend. Un exemple par rapport à ça, c'est que les cultures qui vont être plus implicites vont dire il est arrivé un malheur dans notre famille, alors que les gens qui ont une culture beaucoup plus explicite vont dire mon père est mort. Voilà. Et c'est en fait, il y a vraiment des choses qui sont. C'est deux façons de dire la même chose différemment. Mais quand on n'a pas cette conscience de cette différence, c'est vraiment un écart qui peut être toxique et poser des vrais problèmes de communication. Donc nous, en tant que Français, on est en général plus implicite. Un Français peut être lui-même, bien sûr, explicite, mais c'est bien d'avoir conscience de cet écart. Un autre écart important, c'est que les Anglais, il y a beaucoup d'Anglais, de Britanniques en Australie, eux, ils sont extrêmement implicites, même plus que les Français. Et ils n'ont pas conscience de cette différence et ça crée des situations qui sont parfois compliquées. D'un point de vue français, une autre chose, c'est que la façon dont on va créer du lien et se connecter pour travailler ensemble, on aime bien connecter à un niveau un peu personnel, de comprendre quelles sont nos valeurs, quels sont nos points communs. C'est important pour nous, c'est une façon dont on crée la confiance. Donc, c'est un axe où on va appeler, on aborde la relation de travail par une relation amicale. On ne se fait pas des amis, mais on arrive avec une relation plus personnelle. Alors que le côté anglo-saxon et donc là très australien, c'est la transaction. On est là pour travailler, on n'est pas forcément là pour se parler du week-end, de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Et ça peut vraiment choquer les uns ou les autres d'ailleurs, quand on arrive et qu'on essaie de travailler ensemble, parce que c'est une façon, en fait, c'est une façon de créer de la confiance qui sont très différentes et ça peut choquer d'un point de vue français. On peut les trouver très froids et désintéressés, désengagés dans la relation, alors que c'est important pour nous en tant que latins. Et les Australiens, eux, peuvent considérer qu'en fait, on perd beaucoup de temps à parler de choses qui n'ont pas d'importance. Donc, ça, c'est intéressant. Le troisième axe que je vous propose là, c'est la façon dont on gère et dont on exprime nos émotions. Nous, Français, en tant que latins, on exprime nos émotions, en particulier quand on n'est pas content, mais aussi quand on est content, alors que les anglo-saxons, enfin les Australiens, pardon, vont être beaucoup plus en contrôle et donc peuvent considérer que quand on n'est pas en contrôle, quand on s'exprime avec beaucoup d'émotions, on n'est pas en maîtrise en fait de soi. Et donc, ça peut être mal vu. À l'inverse, les Français, eux, veulent peut-être considérer que justement, encore ce côté froid, désengagé, qui ne vibre pas et qui ne réagit pas. Je vais vous proposer deux axes, voilà. Conflit et partnership. Donc ça, ce sont un axe, c'est notre relation au conflit. Comment on gère le conflit? En France, on est dans le conflit ouvert. On fait la grève, on fait la révolution. Là, il n'y a pas de doute, on est au courant et tout le monde le sait. Les Australiens ont une approche du désaccord. En fait, on ne parle pas de conflit, on n'est pas d'accord. Et donc, on va discuter, on va vraiment se mettre autour de la table, essayer de trouver une situation qui va plaire à tout le monde. Et donc, ça, ce sont des approches fondamentalement différentes, pareil, qui peuvent poser beaucoup de friction dans la relation de travail.
Le dernier axe que je vous propose, qui est pas le moindre, c'est l'axe pragmatique et conceptuel. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, les Australiens ont une approche extrêmement pragmatique. Nous, les Français, on est conceptuels. Notamment s'explique par notre relation à la pensée, au débat de je pense donc je suis. Et donc, quand on va se lancer, par exemple, dans un projet, pour gérer un projet ou pour lancer un projet, on va vraiment être dans l'anticipation. On va essayer de tout prévoir et tout penser, tout concevoir. Alors que l'Australien, d'un point de vue français, en général, il va se lancer, il va y aller, et il va se planter, et il va apprendre, et il va se replanter, et il va apprendre, et on va arriver à peu près au même niveau, au même résultat. Mais ça peut créer d'un point de vue, le français va en général, enfin les Français peuvent avoir une perception comme si c'était une perte de temps et une perte d'énergie puisqu'il y a une forme d'échec, parce qu'il y a une erreur, alors que l'Australien, c'est sa façon d'apprendre, c'est sa façon d'avancer, c'est sa façon de trouver les solutions. Et il y a plein de belles synergies à créer entre ces deux écarts. Pour ce qui nous rapproche de plus, alors il y a plein de choses, deux axes que je vous propose là, en termes de proactivité et d'acceptation. Alors, les cultures qui sont dans l'acceptation sont par exemple des cultures qui ont un environnement très hostile, comme avec des tremblements de terre, des typhons, des inondations. C'était le cas en Asie, aux Philippines, notamment où j'étais. Et donc, ils sont on ne peut pas faire grand-chose. Ces cultures vont avoir une grande force de résilience, notamment, et vont pouvoir s'adapter. Alors, nous, avec les Français et les Australiens, on est dans la proactivité. On va essayer de pouvoir contrôler un maximum et de construire ce qu'on peut. Là-dessus, on est assez alignés. L'autre chose sur laquelle on est assez aligné, c'est la différence entre l'autocratie et la responsabilisation. Donc, c'est comment est-ce qu'on gère un projet. Quand on est dans l'autocratie, on va dire c'est dans le micromanagement. Le chef va essayer de tout contrôler et va donner des ordres très précis tout le temps. La responsabilisation, à l'autre extrême, c'est le empowerment un peu à l'américaine. Il dit, bah, voilà ton job, reviens vers moi quand tu as fini. Nous, les Français et donc les Australiens, on est quelque chose d'un peu plus mesuré. On se met d'accord sur les grands axes. Chacun a ses responsabilités bien définies. Et après, on peut faire des checkpoints, des points de vérification. On est plus proche à ce niveau-là. Voilà, il y a encore plein de choses à raconter, bien sûr, mais en gros, ça vous donne déjà des grands axes de réflexion. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça nous donne effectivement plein d'axes de réflexion. Ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on entende les témoignages de Xavier et de Pierre-Henri. Peut-être d'abord une première question pour vous deux. On parlait de culture, donc on parle de culture française par rapport à la culture australienne, mais la culture, c'est pas forcément que la culture nationale. Afin de mieux comprendre l'environnement avec lequel vous arrivez, votre prisme, est-ce que vous pourriez nous dire chacun quelle est exactement la culture de l'environnement professionnel que vous avez fréquenté en Australie? Plutôt industriel, plutôt avec des gens très diplômés, peu diplômés? Ça va jouer, je pense, sur la façon dont vous avez vu le pays. Pierre-Henri, d'abord? Oui, alors, donc je travaille dans une société française, donc avec j'ai pas mal de collègues français, mais j'ai aussi, enfin la majorité sont australiens. C'est vrai que sur le côté australien, le diplôme ne compte pas. Quand on recrute quelqu'un, on regarde pas est-ce qu'il a, enfin, à moins que ce soit pour un poste très spécialisé, on regarde pas quelle école il a fait ou quelle université il a fait. Euh, on regarde avant tout l'expérience, enfin, ce dont la personne veut faire et la capacité à pouvoir remplir la tâche. Donc, ce qui est vraiment, je trouvais différent du côté français où j'ai récemment été en France pour une formation professionnelle et où tout le monde disait, bah, t'as fait quelle école? Alors, ça, c'est marrant, après 20 ans d'être sorti de l'école, quelle école? Voilà. C'était Je ne me grande souviens plus de différence. mon école, moi. Mais pour revenir juste un tout petit peu en amont, toi, tu travailles dans le bitume. Enfin, tu Oui. travailles dans le bitume. Ton entreprise est spécialisée dans le bitume. Ça veut dire que tes interlocuteurs, c'est essentiellement des fabricants, c'est des installateurs, c'est des Alors, conducteurs, c'est...
Alors, personnellement, donc moi, je suis dans la partie logistique du bitume. Donc, je transporte le bitume d'un point A à un point B. Donc, la majorité des personnes avec qui je vais discuter, c'est avec soit des compagnies maritimes ou ça va être aussi des chauffeurs routiers. J'ai une flotte, de camions. Donc, je gère beaucoup de chauffeurs routiers. Donc, ce sont des gens qui viennent un peu de tous les horizons. Donc, on a pas mal de gens qui viennent d'Asie, qui viennent d'Inde, qui viennent puis aussi des gens qui sont nés en Australie. Et aussi, enfin, un truc qui est très particulier en Australie, c'est quand je regarde l'âge de mes chauffeurs routiers, j'ai un chauffeur routier qui a pris sa retraite cette année. Il avait 85 ans. Alors, il travaillait pas parce qu'il avait besoin de travailler. Il travaillait parce que pour lui, c'était quelque chose de vraiment positif. Les gens n'ont pas envie de partir à la retraite. Ils ont vraiment envie de pouvoir continuer. Ils trouvent un plaisir toujours à venir au travail. Même pour un métier qu'on considère pénible en Europe, enfin, le chauffeur routier, surtout en Australie, où on part pour 3 500 km de temps en temps, ils ont toujours ce plaisir à le faire. Ils sont fiers de leur camion. Ils sont fiers de maintenir un camion propre et autres. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote. Merci pour cette anecdote qui est extrêmement éclairante. Xavier, toi, tu voyais aussi des chauffeurs routiers ou tu voyais Non, un autre moi environnement j'évoluais culturel? Donc nous sommes une société de services et de conseil. Donc j'évoluais donc on travaille avec les constructeurs automobiles et en général il n'y a plus de constructeurs en Australie. Les dernières usines ont fermé il y a 4 ans. Donc ce sont des National Sales Company, donc des filiales des différents constructeurs automobiles. Mais nous travaillons aussi avec leur réseau de distribution, donc de concessionnaires. Mais voilà, plutôt white collar si on s'adresse entre white et blue collar. Super, merci. Ça fait donc une approche complémentaire de votre perception du pays selon les villes où vous avez habité, parce que Xavier, toi, tu étais à Melbourne essentiellement. Oui. Emmanuel nous parle de Perth. Et Pierre-Henri, tu es à Sydney. Sydney, exactement. Donc, là encore, on est aux 3 coins de l'Australie. Et vous voyez toujours sur les côtes et jamais dans les pays. Jamais à l'intérieur. Je vais continuer avec une autre question pour Xavier, pour que tu nous dises, quand tu es arrivé il y a très longtemps, qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans ton intégration de petits Frenchies qui débarquaient, ou alors est-ce que tout était facile? Alors, pour reprendre un des points, d'ailleurs, l'analyse d'Emma, j'ai trouvé très bonne, en fait, entre les différences entre les Australiens et les Français. Pour reprendre un des éléments, c'est la responsabilisation. Ce qui m'a choqué ou étonné à l'époque, c'est qu'en fait, lorsqu'on a eu une tâche, un projet, en France, on va concentrer tous nos efforts pour terminer le projet assez rapidement. Et en fait, ça va être notre priorité. En Australie, il y a une notion du temps qui est différente. Ils sont, comme disait aussi Emma, beaucoup plus pragmatiques et leurs priorités vont potentiellement tenir compte des priorités personnelles. Donc, on ne va pas forcément s'acharner à ce que travailler nuit et jour, les tâches vont être faites, le projet va aboutir et ça va être bien fait, mais c'est en fonction de mes priorités. Et ça, c'est quelque chose où j'ai dû effectivement m'adapter. Et cette notion en temps et en heure, parce qu'on parle toujours du work-life balance, et le work-life balance, bah, c'est pas un mythe, c'est que effectivement, il mesure entre ce que je fais à la maison, entre ma famille, mon sport et le travail. Le travail, je vais le faire. On a des cadres très très compétents, donc le travail va être fait, mais la notion du temps est différente. C'est ce qui m'a surpris au début. Donc à la fois, comme dit Pierre-Henri, on peut travailler jusqu'à 84 ans en étant hyper fier de son job, mais à 5 heures, c'est fini, c'est ça? Exactement. Et Et le cette vendredi à notion 15 heures, d'équilibre. on est en week-end. Et Alors pas cette notion toujours, il faut pas non plus généraliser. Dans beaucoup de sociétés, quand il y a des deadlines et en fin de semaine ou pour une journée particulière, mais effectivement,
il y a un certain nombre de priorités qui rentrent en compte dans la totalité de ce qu'on a à faire pendant la semaine ou pendant le mois et qui est une grosse différence par rapport à la France. En fait, c'est le titre de ce webinaire, No Worries Mate. Emma, est-ce que c'est une phrase qui... D'abord, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase, au fond? Et est-ce que ça peut stresser les Français qui arrivent? Alors oui, je pense effectivement, notamment, alors si on reprend ce que vient de dire Xavier et Pierre-Henri, moi, ça me fait penser à cet équilibre de vie, vraiment, on a un équilibre de vie, le sport est important, on prend soin de soi. Donc, je reviens à cette idée de nature, en fait. Donc, c'est important de travailler et on travaille dur, mais on ne va pas travailler s'acharner trop non plus, parce que ce n'est pas durable. Encore une fois, on se projette dans le futur. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais ça va revenir, si tu veux me... Le temps qu'elle revienne, j'ai une autre question. Moi, j'ai une petite anecdote, en fait, parce que le No Worries Mate, qui est le titre du séminaire, Oui. il y a un côté, il y a un côté informel, en fait. Et quand on arrive, encore une fois, ou quand on travaille avec des Australiens, que ce soit en France ou que ce soit en Australie, on a l'impression qu'ils sont très familiers quand ils nous parlent de mate. On a l'impression, et nous on a un côté un peu plus formel, en réunion éventuellement avec des clients ou fournisseurs, on s'appelle monsieur, madame. Là-bas, c'est très rapidement mate. Et j'ai une petite anecdote. J'avais une équipe c'était des ingénieurs hotliners qui donc aidaient le réseau de distribution, donc de concessionnaires, à résoudre éventuellement, à identifier des pannes. Et tous les appels, il n'y avait que du mate par-ci, du mate par-là, tout le temps. Et donc moi, j'étais un petit peu choqué. Et comme on est là pour rendre un service et je voulais un certain professionnalisme venant de France, je les prenais à part, je dis mais non, il faut plus voilà, les appeler, leur parler avec plus de respect. Et j'avais cette impression de manque de respect. Et en fait, non, c'est tout le contraire. Plus il y a de mates, plus en fait on travaille ensemble, on travaille en équipe et on fait partie d'une communauté. Encore une fois, on revient aux valeurs de la communauté. Et donc, il ne faut pas être choqué par le mate. Voilà. Merci beaucoup Xavier, ça m'a fait retrouver ce que je voulais dire. Et donc on travaille ensemble. Effectivement, ce côté informel qui peut nous choquer en tant que Français, c'est le côté très direct, très authentique, qui peut paraître comme un manque de respect. Ça m'a fait penser aussi à ce côté art de vivre à la française. On se reçoit les uns chez les autres, on fait beaucoup d'efforts. Et en Australie, souvent, on ne se reçoit pas les uns chez les autres. On se retrouve au parc et on fait un barbecue où on s'accueille éventuellement dans notre jardin. Mais l'idée derrière, c'est qu'on travaille dur toute la journée tous ensemble. Je ne vais pas encore aller travailler 2 heures chez moi pour faire un dîner compliqué et ranger 3 heures après mon dîner. Non, on se reçoit simplement et on profite de la vie. Il y a ce côté-là aussi. Et concrètement, d'ailleurs, je vois Xavier avec qui est en France maintenant, avec une magnifique veste. En Australie, on va travailler. On parle par exemple de service dans une entreprise de conseil. On va au bureau en costume, en chemise à fleurs. Ça va vraiment dépendre du secteur, hein. Ouais. Quand on va dans la City, je pense à Melbourne, Sydney, tout le monde est en costard. Pas forcément avec la cravate, mais tout le monde a son Voilà. costume. Alors que quand on est sur les entreprises, par exemple dans la construction, le costume, on le met une fois par an pour le dîner de gala. Ça, c'est comme en France. Mais à poste égal, est-ce qu'on n'est pas même parfois plus apprêté, j'ai l'impression, dans la City qu'on ne peut l'être en France? Ça, encore une fois, comme dit Pierre-Henri, c'est effectivement ça dépend dans la city, dans le monde de la finance, de la banque, du consulting, on est effectivement plus souvent en costume et sans cravate. Effectivement, je pense l'Australie a été un des pays à très rapidement arrêter le port de la cravate. Mais par contre, on reste le business casual est quand même très important dans ces métiers-là. Et pour nuancer, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même un héritage de britannique où pour certaines choses, ils vont peut-être être
plus formel que les Français. Je pense notamment aux équipes sportives où quand on représente, on a un uniforme sur le terrain, on a un uniforme en dehors du terrain et même, alors bien sûr, ça c'est un niveau élevé bien sûr, mais parfois pour des clubs qui sont dans un niveau assez moyen, pas trop élevé en fait. Donc il y a un sens du formalisme mais qui est différent que celui qu'on Oui, pourrait alors par avoir. exemple, effectivement, on a tous des chemises d'entreprise avec les logos d'entreprise et autres. Voilà. Voilà. L'uniforme à l'école, Voilà. ça c'est quelque chose qui y a quasiment partout. Ah oui. Euh, Alors là, et les enfants ont toujours la cravate, d'ailleurs. Voilà, donc C'est moi, c'est ce qui m'avait important. surprise, j'ai aussi habité rapidement en Australie. On est à la fois lay-back, c'est-à-dire cool, Mm. mais en même temps, il peut y avoir énormément de formalisme là où on ne l'attend pas. Donc, n'arrivons pas en nous disant que tout est cool ici, c'est pas du tout vrai. C'est Non, non, juste non. que les codes sont mis à des endroits différents. On va aller sur autre sujet. On représente sa société, on représente son école, on représente sa communauté. Et donc, voilà, on a parlé Et son d'uniforme club de sport. Ouais. dans ce cadre-là. Et voilà, et donc, il y a en général un uniforme et c'est très important. Si on va plus profond, je vais parler avec vous management. Quel va être, quand vous avez tous managé des équipes, quelle a été votre première surprise en manageant des équipes australiennes et quel serait votre conseil pour un manager français qui arrive? Alors, il y en a un point qui est très important, c'est les Australiens sont très directs, mais il faut surtout pas être frontal. C'est une nuance C'est hyper importante. ouais, très important. Quand on est frontal avec un Australien, surtout en Australie où il y a 3,5% de chômage, les gens s'en vont. Ils disent non, je travaille pas comme ça. Et en Australie, d'ailleurs, quand on démissionne, il n'y a pas de préavis, hein. On pose son téléphone et on s'en va. Donc, ça peut être assez surprenant au début, mais voilà, c'est leur façon directe aussi. Est-ce que tu peux nous donner Voilà, un bon. exemple d'être direct sans être frontal? Pour un Français, c'est compliqué. Ouais, Alors, donc voilà, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais vraiment, mais avec une certaine politesse et un certain calme. si je peux me permettre, je voudrais justement Mm. rebondir sur ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport le rapport au Mm. conflit et le rapport aux émotions. Être frontal pour un Français, c'est déjà exprimer une émotion assez forte. Je suis vraiment pas content, ça va pas, t'as fait n'importe quoi, patati patata. Et d'être dans un conflit assez ouvert. Donc, direct, c'est dire les choses telles qu'elles sont, mais ne pas être frontal, c'est rester dans un certain contrôle de ses émotions, rester calme, rester factuel et dire, bon, bah, il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Est-ce que ça rejoint un peu ce que tu as vécu, Pierre-Henri, ou toi, Xavier? Mm. Oui, et moi je rajouterais donc trouver une solution en équipe en fait. On revient toujours à cet élément d'équipe. En France, on a tendance à être dans un système un peu plus, et puis ça démarre à l'école, hein, qui est un système un peu académique et compétitif. En Australie, il y a très rapidement un esprit d'équipe dans les écoles. Ils font du sport ensemble et ils ont des compétitions inter-écoles. Et ceux qui ne participent pas viennent là, viennent de l'école, viennent encourager leurs camarades. Donc cette notion de travailler en équipe et de dire, bah oui, ça ne va pas, comment est-ce qu'on va aborder le sujet, faisons-le ensemble à deux ou à trois ou quatre, on fait entrer dans la boucle quelqu'un de la société, enfin quelqu'un d'autre dans l'équipe. En général, c'est une façon d'aborder en non frontal, Alix. Merci beaucoup. Là, on est dans la perspective donc, de là où le français, enfin, le français, les Français qui arrivent doivent faire attention. Qu'est-ce qui peut être difficile en revanche à vivre quand on est un manager australien? Déjà, quand Pierre-Henri me dit bah, quand quelqu'un démissionne, il pose son téléphone, il s'en va, les cheveux qui se dressent sur la tête. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles il faut être prévenu? Quand on est un manager australien, Non, euh, quand on est un manager français encore, après on passera oui, au oui, manager oui. australien des Français. Ben, il faut, voilà, il faut, bah, je pense que c'est les points dont on a parlé. Euh, L'humour, je pense que c'est aussi un point important. Les Australiens ont beaucoup d'humour et il va y avoir
de l'autodérision, en fait. Et je vous conseille, pour ceux qui managent des Australiens, soit vivant en Australie, soit vivant en France, allez voir un spectacle avec un humoriste australien où effectivement il y a beaucoup d'autodérision. Ils se critiquent, en fait, ils sont très forts pour se critiquer et comprendre l'humour australien. Je pense que dans un environnement, dans une entreprise, et pour mieux travailler avec des collaborateurs australiens, ça aide. Merci. Pierre-Henri, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, ouais, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a beaucoup ça peut être très sarcastique à certains moments, dans la façon de s'exprimer avec beaucoup d'humour. Et on le voit, enfin, moi je le vois régulièrement dans des réunions d'équipe où on utilise beaucoup on va dire, d'exemples imagés de façon de s'exprimer. Qu'est-ce que tu appelles un exemple imagé? D'être un peu sarcastique. Ouais. Voilà. Et autre point, Alix, je pense que c'est important. On parle toujours d'une bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Nous, on a tendance à voir la bouteille à moitié vide et voir un petit peu les failles d'un projet ou d'être critique, de voir tout de suite qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut ne pas aller. L'Australien, lui, va avoir une approche un peu plus positive et dans l'encouragement. Parfois, j'avais tendance à dire, donc en réunion parents-prof ou même en sortant de réunion dans mon entreprise, alors c'est pas aussi poussé qu'aux États-Unis dans certains cas, mais parfois c'est un peu l'école des fans, tout le monde a gagné, mais ben voilà, on encourage en fait, il y a ce côté positif d'encouragement et qui finalement, quand on arrive, on est un petit peu étonné, on trouve ça un petit peu too much, mais en fait ça a du bon, parce qu'on s'encourage, on s'entraide, on s'aide, et ça quelque chose aussi auquel il faut faire attention. Enfin, ouais, il faut comprendre en arrivant. Je suis d'accord que c'est quelque chose de très important dans la psychologie générale en Australie. Le renforcement positif, c'est quelque chose qui est dès le plus jeune âge à l'école, dans tous les sports qu'on pratique. J'ai plein d'anecdotes à partager à ce sujet. Et donc, nous, en tant que Français, on va aller chercher l'excellence, et un peu la perfection. Et donc, on va être dans la critique. Et ça peut choquer. Vraiment, quand on a dire, bah, ça va pas. Parce qu'on considère que ce qui va, c'est normal. Donc, dans la façon de donner du feedback, il faut faire très attention par rapport à ça. Et j'inviterais aussi à réfléchir sur notre rapport à l'échec. En tant que Française, faire des erreurs, c'est difficilement acceptable. Or, et je pense que c'est parce qu'on est dans une approche très conceptuelle. C'est-à-dire que si j'ai mal conçu et que j'ai fait des erreurs, c'est que j'ai mal pensé. Alors qu'avec une approche pragmatique, si je fais des erreurs, ça fait partie de la façon, ça fait partie de mon chemin. C'est comme ça que j'apprends. Et donc, j'ai un rapport à l'échec qui est beaucoup plus positif. Donc, on revient au renforcement positif. Ok, bon, bah, tu as raté là, c'est pas grave, tu as appris, maintenant tu fais et tu avances. Voilà. Petite anecdote par rapport à ce renforcement positif. Mes enfants faisaient du surf life saving, donc c'est le sport pour être sauveteur sur les plages. Et ils ont des activités donc, de plage, en fait, où ils font des sprints et des activités en mer. Il y avait une jeune fille qui ne voulait pas aller dans l'eau, elle avait peur de l'eau, elle ne voulait pas nager. Au bout de plusieurs années, elle a fini par faire, il y avait une petite compétition interclub, elle a fini par faire les 200 mètres de nage en mer. Elle était la dernière. Tout le club, mais donc sa catégorie d'âge, mais tous les autres parents et tous les autres enfants étaient à la sortie de l'eau et l'ont applaudi parce qu'elle est arrivée dernière. C'est pas parce qu'elle est arrivée dernière, c'est parce qu'elle avait fait cet effort d'aller nager. Et ça, on est vraiment dans la psychologie australienne de l'effort et du renforcement positif. Et donc ça, c'est très important quand on arrive avec notre côté français, on va pour l'excellence. Oui, mais elle est arrivée dernière quand même. Il y a un vrai choc. J'ai une dernière question pour chacun. Pour Emma, déjà, est-ce que tu nous expliquais, est-ce que là, on voit bien deux positions sur l'excellence? Est-ce que c'est l'excellence de l'effort ou est-ce que c'est l'excellence du résultat? Est-ce que c'est l'excellence après l'erreur ou est-ce que c'est l'excellence de la conception first shot? Comment est-ce qu'on peut lier
Parce que tu nous parles souvent de bridging, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Et comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur de ces deux approches qui sont quand même extrêmement différentes? J'ai la réponse toute faite, il n'y a pas de problème. Donc oui, effectivement, ce qu'on essaye de construire en intelligence interculturelle, c'est vraiment bien comprendre son point de référence, comprendre les côtés positifs et négatifs que ça présente, les avantages et les inconvénients. En faisant ça, c'est aussi avoir la capacité d'aller se mettre dans la position de l'autre et vraiment voir le monde à travers ses yeux, comprendre quels sont les positifs, les avantages et les inconvénients de son approche. Et à partir de ça, de pouvoir communiquer, discuter et d'essayer de co-construire en fait une solution où on va réussir à créer des synergies en capitalisant sur les aspects positifs de chacune des approches. Alors, ça, c'est la théorie. En pratique, j'ai pas de formule toute faite, ça vraiment dépend de chacun. Quand on parle donc, de cette approche, qu'on vise l'excellence, c'est vrai qu'il y a le côté pragmatique pour les Australiens, l'effort et aussi la résilience et la persévérance. Ils sont très compétitifs, ça se voit dans le sport notamment. Le côté français, on est vraiment dans la poursuite de l'excellence un peu par rapport à la perfection. On a une façon de penser qui est très fine et assez pointue. Si on arrive à mêler ces deux choses, je pense qu'on peut arriver à de belles choses. On va le revoir quand on va parler des formations qu'on fait chez Expat Communication. Avant d'en arriver là, et vous voyez à quel point c'est passionnant, avant d'en arriver là, je voudrais qu'on renverse la perspective et que se dise un Australien qui arrive pour travailler dans une équipe française, en France ou en Australie, on voit déjà bien en creux les chocs qu'il pourra avoir. Pierre-Henri et Xavier, quels sont vos conseils pour des managers français qui accueilleraient des Australiens dans leurs équipes? Moi, je pense qu'il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute parce qu'il y a beaucoup de codes qui vont être différents et être à l'écoute proche de ce collaborateur et ne pas le laisser découvrir parce qu'en France, très facilement, surtout si c'est un gros groupe, une petite société, enfin une plus petite société à taille humaine, c'est plus facile, on sera à l'écoute. Souvent, ces échanges se font dans des groupes à taille assez importante et on les laisse découvrir, naviguer, faire leur réseau. Non, il faut être à l'écoute et proche pendant au moins les 6 premiers mois. Ça serait mon conseil. Merci Xavier. Pierre-Henri, toi qui n'avais jamais vraiment travaillé en France, donc quand tu es arrivé dans une entreprise française, qu'est-ce qui a été compliqué? Au tout début, c'était plus le côté, effectivement, sur certains points, on avait cette recherche vraiment excellence. Chez Colas, on est tous. Enfin, c'est la raison dont on approche les choses, mais il y avait ce côté. Enfin, c'est une entreprise effectivement française, mais la plupart de mes collaborateurs, même français, sont en Australie depuis 10 ans. Donc, on va dire qu'il y a le côté français peut-être déjà plus atténué. Les gens, on est même d'ailleurs, la plupart du management maintenant est australien. Et donc, comment dire, euh, ça a été quelque part un choc, mais pas tant que ça, parce que c'était déjà un environnement vraiment australien. Mais après, c'est vrai que j'ai jamais vraiment travaillé en France, donc j'ai été un peu surpris quand j'ai été en formation à Paris où c'était très organisé, euh, les horaires étaient précis et compagnie, alors qu'en Australie, c'est un peu plus détente. Voilà, c'était vraiment sur ces points-là. Après, je pense qu'un Australien qui arriverait en France ou qu'un Australien qui arriverait dans une équipe vraiment franco-française en Australie, il faut avoir ce côté plus où enfin, on lui laisse ses responsabilités, son organisation. Et voilà, les gens n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'ils ont besoin de telle tâche à telle heure et telle heure. Ils savent, le boulot sera fait. Je voudrais rebondir sur une chose, Alix, que Xavier a dit quand il dit qu'il faut être à l'écoute. Ce que ça m'a évoqué, c'est être à l'écoute notamment sur le côté non conventionnel
en fait, de la façon de penser des Australiens. Quand on arrive en France, souvent, on a une tendance assez segmentée ou compartimentée, on rentre dans les cases, alors que, et justement, les Australiens vont avoir potentiellement une capacité à think out of the box, donc penser en dehors des cases, justement. Et là-dessus, il y a un vrai potentiel d'innovation, notamment. Et ça, je pense que c'est une richesse qu'ils peuvent apporter. Merci beaucoup, Emma. Je vais en profiter pour faire un petit focus sur la façon dont on essaie de transmettre cette intelligence interculturelle dont tu parles chez Expat Communication. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Expat Communication, notre histoire, c'est l'expatriation, c'est dans notre nom. C'est-à-dire qu'on analyse les évolutions de la mobilité internationale à travers un baromètre. On fait des formations et du coaching dans cette langue. Et puis, on a tout un réseau autour de notre site Femmes Expat et du site le Club Expat Premium pour fédérer les expatriés. Fort de cette histoire, là, vous avez vu à quel point je raisonne à la française en partant du passé, on peut se projeter à l'australienne, mais à la française aussi, dans le futur de ce qui est, en fait, on s'est rendu compte que notre ADN, en travaillant en permanence avec les expatriés, c'était le management interculturel. Et c'est pour ça que depuis 4 ans maintenant, on a lancé une activité des formations de management interculturel, avec au centre cette approche que sans l'avoir vraiment préméditée, Emma nous a démontré, qui est celle de l'intelligence interculturelle, c'est-à-dire du bridging, que Emma nous a super bien décrite, en expliquant que c'est le fait d'abord de prendre conscience de nos propres biais, de notre propre construction culturelle, de découvrir celle des intervenants, enfin des personnes avec qui on travaille ou chez qui on habite, pour pouvoir, dans un deuxième temps, mais on voit à quel point ça demande de recul et de maturité, arriver à la fin, choisir soit le registre sur lequel on veut être, tiens là je vais me comporter à l'australienne, ou là je vais me comporter à la française, ou je vais même créer quelque chose qui sera un combiné des deux, parce que je vais aller chercher dans l'excellence à la française et dans l'excellence à l'australienne, ce qu'il peut y avoir de plus intéressant. Donc ça, on voit bien que c'est assez simple conceptuellement, mais que dans la mise en pratique, ça demande pas mal de travail sur soi, et c'est pour ça qu'on est toujours, avec tous les intervenants de notre Coach Academy, dans une logique de coaching. Et cette logique, elle peut se faire dans des contextes extrêmement différents. Donc, vous voyez là, ça peut être dans des domaines de fusion-acquisition, ça peut être dans des équipes, ça peut être pour des nouveaux projets, ça peut être dans le cadre d'expatriation. Enfin, bon, les contextes sont extrêmement variés, c'est l'approche qui compte, avec à chaque fois une personnalisation très forte, puisqu'on va s'adapter aux valeurs de l'entreprise, à ses exemples, au pays, évidemment. On a une quarantaine de coachs et on peut intervenir dans à peu près 80 pays maintenant. Et même dans des tons qui peuvent aller du no worries mate à des choses extrêmement formelles quand on intervient au Sénat français ou pour l'Assemblée des Français de l'étranger. Et les thèmes sur lesquels on va intervenir, alors ça va depuis des choses très générales, de développer son intelligence interculturelle, ou des choses très précises, travailler dans un environnement entre l'Indonésie et la France, ou entre le UK et l'Inde, comme on est en train de le faire. Mais ça peut être aussi des compétences managériales qu'on va travailler selon les cultures. Par exemple, là, on l'a vu, on vous donne le feedback. Comment est-ce que je donne du feedback dans tel ou tel contexte, ou sur des sujets précis, comme par exemple l'argent ou l'excellence, selon les cultures. Et ça peut prendre toutes sortes de formes, depuis des conférences pour une population très large, jusqu'à des ateliers ou des séminaires pour des petites équipes, ou du coaching en one-to-one, pour par exemple un expatrié qui arrive, ou un collaborateur qui rejoint une équipe internationale, alors qu'avant c'était pas ça. Voilà ce qu'on fait chez Expat Communication et le but. Emma, je ne sais pas si tu veux commenter, parce que tu interviens très souvent et avec talent chez Expat Communication. Oui, ce sont des formations qui sont assez passionnantes et souvent qui sont très utiles. En fait, on appelle ça on appelle formation, c'est un accompagnement d'une façon plus juste, c'est-à-dire qu'on empower, on permet aux participants d'être équipés
et de pouvoir ensuite lire les situations et construire en fait ces fameux ponts pour pouvoir évoluer dans ces milieux interculturels. Beaucoup plus il y a une part de théorie, bien sûr, mais il y a une vraie part de prise non seulement de prise de conscience, mais on partage des outils, des stratégies, on fait de la pratique et derrière, en fait, après, on les invite à dire c'est un muscle, ça se développe et donc il faut le pratiquer au quotidien. Voilà, c'est le sens de l'effort à l'australienne dont tu nous parlais. Merci Emma. Je précise que il y a encore d'autres webinaires si jamais vous avez des collaborateurs ou que vous êtes vous-même dans d'autres pays. On va parler Europe et diversité européenne le 21 novembre avec Fernanda Pinto. On va parler Afrique de l'Ouest le 5 décembre avec Marie-Florence Astouin. Amérique latine avec Peggy Velasquez le 9 janvier. Et vous pouvez retrouver en ligne les webinaires qu'on a fait sur l'Australie, sur l'Arabie Saoudite et sur les pays scandinaves. Il y en aura encore une longue série en 2025. Et puis, si jamais vous voulez déjà parler d'Australie pour aller plus loin, vous flashez ce code ou vous nous contactez dans le chat pour vous nous poser vos questions et en savoir plus. Avant de se quitter, je voudrais entendre à nouveau Xavier, Pierre-Henri et Emma pour entendre peut-être votre dernier mot, votre dernier conseil, ce qui vous semble important de retenir pour ceux qui nous ont écoutés ce matin de ces échanges. Xavier, est-ce que tu veux commencer ? Ouais, moi, je pense que je résumerai donc en 2 mots, simplicité et pragmatisme. Voilà, il faut, dans tout ce que l'on a dit, pour moi, ce sont les 2 mots clés. N'essayons pas d'être compliqués, n'essayons pas de micromanager, allons droit au but, ne soyons pas frontal, et puis avançons ensemble dans une équipe. Voilà. Merci Xavier. Pierre-Henri ? Ouais, c'est à peu près la même chose que Xavier. Mettre la priorité sur l'équipe. On sait que les Australiens sont assez forts là-dessus pour notamment soutenir et que tout le monde travaille ensemble. Et que voilà, c'est un pays qui est fait de plusieurs communautés. C'est un pays où tout le monde veut aller de l'avant et avec une dynamique assez positive. Merci beaucoup. Et Emmanuel, le mot de la fin est pour toi. Eh ben moi, c'est une invitation en fait à la curiosité et l'ouverture. Quand on est dans un milieu interculturel différent, on est dans parfois le choc ou la différence. Notre cerveau va juger et c'est d'avoir cette intelligence justement de prendre du recul, de se poser les questions et d'aller découvrir. Merci beaucoup. Et dans un contexte où l'Australie, donc on l'a vu, hein, c'est 66% d'Australiens avec au moins un parent immigré. Donc c'est aussi une école interculturelle à l'échelle d'un continent. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces questions, c'est absolument passionnant. Un immense merci à vous, Pierre-Henri, Xavier, Emma. Grand merci à vous qui nous écoutez et à bientôt avec plaisir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.